Bonjour à toutes et à tous, nous sommes maintenant en direct. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Au nom de toute l'équipe Grands Espaces, on vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire. Et après celui du Svalbard il y a quelques semaines, on continue notre tour de l'Arctique aujourd'hui avec le Groenland. Vos intervenants aujourd'hui sont Christian Kempf, que vous connaissez sans doute déjà. J'ai déjà Bonjour. présenté la dernière fois, mais je vais le représenter parce que pour les nouveaux venus. Euh, il explore ces régions polaires depuis une cinquantaine d'années pour des raisons scientifiques d'abord, puisqu'il a organisé et mené des expéditions scientifiques, puis pour le tourisme en fondant Grands Espaces en 98. Il a aussi initié la toute première croisière expédition française en Antarctique, avec l'aide de nul autre que le fondateur des expéditions polaires françaises, qui est Paul-Émile Victor. Et il a été récompensé à de multiples reprises pour ses expéditions polaires scientifiques. Il est aussi l'auteur de 26 ouvrages faisant autorité sur le sujet, dont son dernier livre est dédié à l'ours polaire. Et on va pas mal en parler d'ailleurs dans les semaines qui viennent. C'est un véritable passionné, l'un des grands connaisseurs au monde de ces régions polaires. Il le transmet aujourd'hui. Il transmet cette passion aujourd'hui et ses connaissances à ses équipes aussi bien de bureau et de terrain, dont on fait partie. Avec nous aussi ce soir Aurélie Gonçalves, qui est la directrice de Grands Espaces, qui a déjà accompagné une dizaine de voyages en Arctique, et moi-même, Mathieu Ramu, qui suis le directeur marketing de Grands Espaces, et j'ai aussi eu la chance d'accompagner plusieurs voyages en Arctique. Maintenant, je vais juste sur le fonctionnement. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran pour poser vos questions. Oksana, qui est présente aussi avec nous ce soir, essaiera d'y répondre. On gardera aussi du temps à la fin pour répondre aux questions plus générales ou les questions plus précises, si vous le souhaitez. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on les notera et on reviendra vers vous par email pour pouvoir y répondre. Maintenant, je vais laisser la parole à Christian, qui va vous faire une introduction sur le Groenland. Oui, merci Mathieu pour cette présentation et bienvenue à toutes et à tous. Une introduction sur le Groenland pour parler de la deuxième plus grande île du monde. On va le faire en 10 ou 15 minutes, donc ce sera à grands traits. Mais le Groenland a 4 fois la superficie de la France, autant vous dire qu'il y a des régions très différentes. Et le Groenland, quand on a une vue générale de la carte de l'Arctique, l'Arctique, c'est quoi? C'est environ 24 millions de kilomètres carrés. Ça dépend ce qu'on entend par Arctique, quelles sont les limites. Mais c'est environ 24 millions de kilomètres carrés. Et là, il y a ce Groenland, cette espèce de grand triangle de plus de 2 millions de kilomètres carrés et qui est couvert, à l'instar de l'Antarctique, de glace. L'Antarctique est complètement couvert de glace à 98 ou 99%. L'Arctique relativement moins. Toute la Russie n'a pas de calotte et de glaciers polaires sur son continent. Il y en a sur les îles, la Terre du Nord, la Terre François-Joseph et d'autres, mais il n'y a pas de calotte. Et les grandes calottes se trouvent un petit peu au Canada, un petit peu au Spitzberg, mais surtout au Groenland. Vous l'avez compris, le Groenland, c'est la terre de la glace dans ce contexte de l'Arctique. Et si on voyait une carte en relief, on se rendrait compte très vite que le Groenland, c'est aussi le pays des montagnes. L'Arctique, pourquoi n'y a-t-il pas de grandes calottes en Russie alors qu'il fait froid, c'est sec, c'est continental? Les records mondiaux de froid se trouvent à Tomtor, à Omiakon, à Yakoutsk, moins 70 degrés, mais pas de calotte. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'altitude pour piéger la neige toute l'année et la transformer en glace. Alors qu'au Groenland, si. C'est au Groenland qu'on trouve les plus hauts sommets de l'Arctique, 3700 mètres. Le Groenland, de la montagne, de la glace. Alors vous allez me dire, mais que vient faire ce nom curieux? Groenland, Greenland, la terre verte. Oh, est-ce que c'est une belle description de ce qu'a vu le viking Éric le Rouge en 985 en arrivant sur les côtes du sud de Groenland où il y a des arbres qui ont parfois 10 mètres de hauteur ou plus? Ou est-ce qu'à l'époque, cet Éric le Rouge, avec sa grosse chevelure rousse et sa barbe rousse qui lui ont donné ce nom d'Éric le Rouge, il voulait emmener ensuite 30 bateaux avec, pardon, à l'époque on disait femmes et bétail.
Voilà, de quoi fonder une colonie. Il voulait emmener 30 bateaux et il n'a trouvé meilleur mot marketing que d'appeler cette terre de glace. Venant de l'Islande, de la terre de la glace, il l'a appelée la terre verte. Peu importe. Mais vous l'avez compris, le Groenland a été peuplé par les Inuits, et je vais y revenir, mais il a été peuplé par les Européens d'abord. Je vais d'abord parler des Européens. Il a été peuplé anciennement par les Inuits et d'abord par les Inuits, ou les Esquimaux polaires. Mais la colonisation européenne s'est faite avec les Vikings. Et de l'an 1500 ans, pratiquement, avant Christophe Colomb, jusqu'en l'an 1450 environ. Deux grandes implantations au sud et à l'ouest. Quand on va au Groenland, au sud du Groenland, on va dans des anciennes terres vikings, comme quand on va en Suède, en Norvège, au Danemark ou en Normandie. Et ensuite, le Groenland est passé dans l'oubli. Il faut dire que les pays de la couronne du Danemark, de cet immense empire de la mer du Nord qui était la couronne du Danemark, qui couvrait à la fois le Danemark, mais aussi les îles Féroé, l'Islande et le Groenland, subissaient bien des pestes, comme en Islande, subissaient bien des traquins, et le Groenland, c'était une terre bien lointaine. Il aura fallu un jour qu'un pasteur, Hans Egede, au début du XVIIIe siècle, en 1720-24, se disent, mais non d'une pipe, là-bas, il y avait des Vikings, ils ont rencontré des Inuits, des Esquimaux, et ces gens-là, ce ne sont pas des enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas luthériens, ils ne sont pas protestants. Bon, je vais aller là-bas. Avec le langage du phoque quotidien, à la place du pain quotidien, il aura réussi à convaincre quelques Inuits, si je puis dire, de se convertir à notre religion, mais surtout, il implantera des liens qui seront bientôt des liens commerciaux entre cette immense île et ce qui deviendra au fur et à mesure le petit royaume du Danemark. Mais ce qui fait qu'au Groenland, on parle évidemment la langue inuite, mais on parle aussi et principalement le danois, avant de parler anglais ou d'autres langues. Donc, le Groenland était une terre attachée au Danemark, puis une colonie danoise, puis une région autonome, et de nos jours, le Groenland est une terre pleinement autonome et qui veut son indépendance totale, puisque, si vous voulez, la Haute Cour de justice, les affaires militaires, la monnaie sont encore danoises. Alors, le Groenland, je vous l'ai dit, était avant tout peuplé par ce monde fabuleux, à cette langue difficile des Esquimaux. Alors, on peut dire Esquimaux, on peut dire Inuit, de nos jours, on dit plutôt Inuit, mais quand on va à Thulé, les gens de Thulé, les gens de Kanak veulent s'appeler Esquimaux polaires, car ils sont fiers de cette culture ancienne, et il y a de quoi. Vous savez, entre le continent américain et l'Eurasie, donc l'est de la Sibérie, il y a 25 000 ans, il y a certainement les premiers hominidés, on va dire, qui sont passés. Et il y a environ 13 000 ans, en tout cas il y a 4 500 ans, ça on a des preuves archéologiques, historiques, les premiers hommes sont passés entre la terre d'Ellesmer au Canada et Etah au Groenland. Un petit peu plus de 100 kilomètres sur la banquise. Je ne vais pas dire qu'on passe facilement. Ce n'est pas évident de marcher sur la banquise pour la plupart d'entre nous. Mais vous voyez qu'entre cette terre d'Ellesmer bien verte et ce Groenland un peu vert clair, il y a là un petit endroit où on peut passer. Ça a été d'abord la civilisation des Inuits ou des Esquimaux qui n'avaient pas encore compris le principe du bateau. D'ailleurs, en Europe non plus. Les premiers bateaux sont apparus très tard dans nos civilisations. Évidemment, en Méditerranée, il y aura eu ensuite les Phéniciens, les Égyptiens, etc. Mais là, nous sommes en 4500 avant Jésus-Christ. Et donc, c'était des Esquimaux terrestres. Et ils sont allés dans le nord du Groenland et ils se sont trouvés bien, car c'est là que se trouvait une espèce dont j'aurai l'occasion de reparler, une espèce animale, les bœufs musqués. C'est là que se trouvait, par ailleurs, dans ce nord-est du Groenland, complètement pris par la banquise, on pouvait aller sur la glace pour aller chasser le phoque à l'aglou, pour aller sur la terre chasser des bœufs musqués, ou alors des caribous, des rennes. Bref, il y avait une nourriture
pour ces peuples nomades du Nord qui se sont installés ici et qui ont été d'ailleurs beaucoup étudiés par les Danois et aussi par les Français, notamment l'archéologue défunt Robert Gessin. Et puis donc, ensuite est venue, au gré de grandes civilisations, de grands mouvements migratoires, la civilisation d'Orsett, qui s'est implantée principalement un petit peu au nord, mais plutôt vers le sud, et la civilisation Sakak. Et puis, plus récemment, et là je fais un énorme résumé de toutes ces civilisations, ces civilisations dites de Thulé. Il faut savoir qu'après les Esquimaux terrestres sont venus avec la culture d'Orsett, les Esquimaux qui ont compris que la richesse se trouvait dans la mer et qu'il fallait aller dans la mer avec des zoumiaks, les bateaux de transport, ou avec des kayaks, les bateaux rapides de chasse. Et ainsi, ils sont allés et ils ont pu aller sur la mer. Et la civilisation de Thulé, elle, a amené en plus l'installation. L'installation dans des maisons, certes, parfois des maisons d'été, des maisons d'hiver. Les Inuits restaient les peuples nomades du Nord, mais un peu moins, près des endroits les plus riches, où ils avaient l'habitude de s'installer. Et donc, d'une part, l'installation et parallèlement, la manufacture d'outils a permis à cette civilisation de couvrir aussi bien le nord, le nord-est, tout l'ouest du Groenland. Et quand on parle maintenant de civilisation inuite, on parle des anciennes civilisations, indépendance, Dorset-Sakak, ou de la civilisation de Thulé, dite de Thulé, tout simplement car ils sont venus de la région de Etah, de la région de Thulé. Alors cela nous donne évidemment maintenant une population d'environ 56 000 habitants, où il y a des Inuits, où il y a des Danois, il y a aussi l'un ou l'autre Français installés au Groenland, et qui sont principalement installés sur l'ouest. 56 000 habitants qui vivent principalement de la pêche, un petit peu des ressources minières et de plus en plus du tourisme, car pour eux, le tourisme, et pour le Groenland, le tourisme est chose importante. Le Groenland, comme le disait l'ancien ministre des Affaires étrangères il y a 4-5 ans, du Groenland, nous avons le choix maintenant par rapport aux défis entre un Groenland noir qui est fait de pétrole, de gaz, qui est fait de terres rares, qui est fait de rubis, de zinc et de mines qui s'ouvrent au Groenland, ou d'un Groenland blanc. Et ce Groenland blanc, c'est l'avenir en partie de l'humanité, c'est-à-dire c'est l'eau et c'est le tourisme. Nous avons des paysages extraordinaires. Nous avons des communautés qui ont envie de partager leur savoir curieux, qui est fait de chasse, qui est fait de survie hivernale. Et le tourisme a toute sa place. Et ça, c'est le Groenland blanc. Le Groenland, courageusement, a pris cette décision de marier les deux, certes, mais en poussant le Groenland qu'on appellerait blanc. Et c'est pour ça qu'on y développe le tourisme et que le Groenland est un des pays où le tourisme polaire se développe. Et j'ose dire de manière très harmonieuse. Il faut savoir que maintenant, que quand on va, je ne parle pas des grandes villes, hein, Nuuk, la capitale, Sisimiut et l'Ilissat, non. Mais dans les petites communautés, il y a pour chaque communauté des règles. Quand on débarque quelque part, nous avons des règles que nous respectons pour que les Inuits puissent nous amener le plus de culture possible et qu'à l'inverse, les Inuits comprennent comment notre tourisme, tout à fait particulier, de croisière-expédition, naît, fonctionne et peut apporter quelque chose. Donc, un pays fait d'Inuits, c'est leur pays, Kalaallit Nunaat, leur terre, notre terre. Et puis d'un côté, de civilisation européenne, mais un pays avant tout qui, sur le plan physique, a 2600 km de longueur, 1000 km de largeur, et vous imaginez qu'il y a quelques grandes régions. Je les passe très rapidement en revue. D'abord, vous savez évidemment, j'ai parlé à plusieurs reprises de Thulé. La lointaine Thulé, connue parce que en 1952-53, les Inuits ont été déplacés de cette région pour installer une base de la Defensory Warning, une base pour être plus proche de la Russie, si je puis dire, ou de l'Union soviétique de l'époque. Les Américains ont créé Thulé Air Base, un complexe extraordinaire, en partie sous la glace, on pourrait longtemps en parler, mais les Inuits ont été déplacés et ce déplacement a été remarqué, a été décrit par Jean Mallory, qui a parlé des derniers rois de Thulé, un livre au succès mondial. Et c'est ce livre qui a fait connaître les Esquimaux de Thulé, qui ne sont plus maintenant à l'endroit de Thulé Air Base, ou juste en face, mais qui sont
plus de 100 km au nord, à Kanak, environ 650 personnes et une communauté que nous avons visitée à beaucoup de reprises. Donc, au nord de Kanak se trouve aussi cet ensemble de détroits de Kane, de Kennedy, ces grands glaciers qui arrivent en mer sur 110 km de front de glace, glacier de Petermann, glacier de Humboldt. C'est un endroit largement inconnu. Pourquoi? Parce que quasi inaccessible. Les avions, ils y vont une fois par semaine. Si nous y allons, et c'est ce qui fait d'ailleurs le prix de ces voyages, c'est parce qu'on loue un avion. Et ça ne peut pas être des petits avions, ils n'ont pas assez d'autonomie. Il faut des gros avions, des Dash. Bref. Ensuite, loin de tout, parce que pour les gens de Kanak, je prends un seul exemple, vous savez, l'ancien maire de Kanak, qui a été l'ancien ministre des Affaires étrangères, ça fait 4 ans qu'il n'était plus dans son village natal. Trop loin, très loin, très loin, très loin. Pour les Groenlandais, Kanak, c'est le bout du monde. Alors nous y allons en revanche, parce qu'en bateau, on peut y aller. Alors il y a Kanak et toute cette région fabuleuse. Certains qui sont tombés amoureux de cette région disent que c'est la plus belle des régions du Groenland. Moi, j'ai un penchant pour l'Est, je vous le dis franchement. Et puis ensuite, ma foi, plus au sud, il y a le Groenland que nous connaissons tous. Il y a 3 raisons qui font que nous le connaissions tous. La première, parce que c'est là que se trouve la majorité des habitants, la grande majorité. Environ 50 000 ou plus, oui, 54 000 sur les 56 000, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a un bras du courant du Gulf Stream, qui enserre l'Islande, mais il y en a un autre qui va par le Cap Farewell au sud et qui remonte jusque dans la région d'Ilulissat. Ça veut dire qu'il peut y avoir toute l'année durant une activité économique au Groenland. Et sur cette côte, on peut se promener en bien qu'en kayak et maintenant en bateau de pêche, en bateau de tourisme, même le cas échéant. C'est pour ça qu'on fait des voyages aurore boréale et iceberg dans cette région. Bref, c'est la région où le bateau, même en plein hiver, permet de progresser. C'est la région Groenland, la région des vaches, la région des moutons. On a l'habitude de dire, quand on est au Groenland, il y a le Groenland des moutons et il y a le Groenland des chiens. Au nord, c'est le Groenland des chiens de traîneau, dans la région d'Ilulissat, et là, c'est le Groenland principalement vert et historique, ancien. Et puis évidemment, la deuxième raison, c'est tout simplement parce que là, vous avez des glaciers énormes, gigantesques, fabuleux, qui viennent. Il y a un glacier qui a le record du monde d'avancée de glace, 22 à 35 mètres par jour, qui est le glacier Kambia et Ilulissat. Et puis, ça donne des icebergs énormes, l'allée des icebergs. Très, très connu, très, très connu. Il y a une allée des icebergs le long du Nunavut, le long du Labrador, et la grande allée des icebergs, c'est ce qu'on voit sur cette photo, c'est Ilulissat, le fjord Kambia. 50 km de glaciers, de glaçons, devrais-je dire, ou d'icebergs, l'un derrière l'autre, un spectacle fabuleux. Mais il y a aussi Manak, il y a aussi Upernavik, il y en a d'autres. Bref, deuxième raison de s'attacher à cette partie. Puis la troisième raison, évidemment, est historique. J'en ai déjà parlé. Puis ensuite, quand on va de l'autre côté du Groenland, alors là, on arrive dans un des endroits que moi, j'appelle volontiers pics et glaciers. C'est l'endroit, j'ai presque envie de dire, c'est l'un des endroits les plus secrets de l'Arctique. Je dois vous faire la confidence qu'à titre personnel, j'y étais que 5 fois aussi. Voilà un des paysages. Il n'y a que des pics, que des glaciers. C'est là qu'on a les sommets culminants. Le mont Forel, du nom du glaciologue suisse. Longtemps, on croyait que c'était le mont culminant. Le mont Gunborg, qui est le mont culminant, 3700 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces 3700 mètres? Il y a des falaises, des parois, ça tombe à pic, pouf, dans l'eau. C'est terrible. Et au bout du fjord, il y a des glaçons qui donnent des icebergs gigantesques. C'est à s'arracher les cheveux. C'est fabuleux. Si vous ne connaissez pas ça, venez, sinon vous perdez quelque chose. Oh, vous avez vu le Spitzberg avec ses ours. Vous avez peut-être vu l'extrême-orient russe avec ses Tungus, ses nénettes, ses anaïs, etc. Et puis ces beaux paysages de taïga. Oh, vous connaissez peut-être l'Arctique canadien aussi. Mais cette région de pics et de glaciers, c'est quelque chose à part. Des endroits où on ne peut aller qu'avec un bateau polaire puissant parce qu'il y a trop d'icebergs, qu'il y a trop de braches. Un endroit tout simplement dingue. Alors vous me direz, pourquoi on n'y va pas plus souvent? Tout simplement parce que la plupart des bateaux ne peuvent pas y aller, tout simplement. Il faut vraiment des bateaux de classe 1A, super, pour y aller, ou alors il faut un brise-glace. Et puis,
conclusion, ben, venez, venez. Voilà. Et puis, ma foi, je terminerai tout simplement par mon coup de cœur personnel. En 1979, j'ai organisé la première expédition française dans le nord-est du Groenland. Et puis, le premier voyage en 1990, voyage polaire que j'ai organisé sur le bateau Le Caribou, un bateau français, un brise-glace français, c'était aussi vers le nord-est du Groenland. Pour moi, c'est la terre des superlatifs. Écoutez, c'est simple. Et là, je regarde vite une liste parce que j'oublierai tout ce que c'est. C'est d'abord le plus grand parc national du monde, 472 000 km². Ce sont les plus hauts sommets de l'Arctique, 3700 mètres. Le plus grand fleuve de glace, 360 km de longueur, qui donne les plus grands icebergs tabulaires de l'Arctique. Des icebergs qui parfois ont 1 ou 2 km de longueur. Ah, je souris parce que il y a un collègue et concurrent suisse qui m'a dit « Mais tes photos dans le catalogue, c'est du pipeau, ça a été pris en Antarctique. » Manque de peau. Le gars ne connaissait pas le terrain. Il était dans son bureau à Genève, bien gentil, mais il ne connaissait pas le terrain. Ses photos avaient été prises dans le nord-est du Groenland. C'est comme l'Antarctique. Et puis, c'est l'endroit où il y a le plus grand fjord du monde. Ah, c'est pas en Norvège. Non, non, c'est pas le fjord de Geiranger et tout ça. Non, non. Non, c'est le fjord de Scoresbysund, 313 km de longueur. C'est là où il y a le plus grand nombre d'icebergs au kilomètre carré. C'est là où il y a la plus haute falaise côtière du monde. C'est pas Hawaï, c'est pas ailleurs. Non, c'est là, Atastupan. 1800 mètres d'à pic, 2100 mètres de hauteur. Une légende viking veut que les vikings venaient se suicider sur cette falaise. C'est là où il y a le fjord le plus profond du monde, plus de 1000 mètres de profondeur. C'est là où, hélas, il y a eu la plus grande catastrophe avec les baleiniers. 30 à 40 bateaux broyés par la glace, 500 morts en 1777, la plus grande catastrophe navale, si je puis dire, du Grand Nord. C'est là qu'il y a la plus grande population mondiale de bœufs musqués. Et c'est là, et venez avec nous, qui fait le plus chaud. C'est là qu'il fait le plus chaud dans l'Arctique. Pourquoi? Évidemment à cause du réchauffement du climat. C'est pas l'objet d'en parler ce soir, mais aussi parce que toutes les précipitations s'évacuent au centre du Groenland, et donc de l'autre côté, il y a un effet de fun, et on appelle ça tout simplement, vous voyez en ce moment une image de bœuf musqué avec derrière un iceberg, et vous êtes dans la Riviera polaire. Pour les spécialistes, on appelle ça la Riviera polaire. Et puis enfin, ce sont les plus grands gisements archéologiques du Groenland de l'Est. Et c'est ce qui a fait dire à Pauline Victor, tout simplement, d'après lui, c'était les plus beaux paysages de l'Arctique. Et j'avoue que je partage totalement. Les plus beaux paysages de l'Arctique se trouvent certainement sur cette côte nord-est du Groenland. Alors voilà, j'étais un peu long, je vous prie de m'en excuser, mais on pourrait parler encore longtemps, longtemps du Groenland, et je pense que Mathieu maintenant va résumer un petit peu ces traits forts qu'a ce pays fabuleux et qui s'appelle le Pays Vert. Merci beaucoup, Christian, pour cette belle introduction. En effet, comme tu l'as dit, c'est le Groenland, c'est vraiment le pays des superlatifs. Il y a beaucoup de choses à voir. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail, un petit peu, vous montrer un peu d'autres photos aussi, je vais vous présenter un petit film rapidement d'une petite minute pour que vous découvriez un petit peu en vidéo ce qu'on peut observer dans ces régions. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction. C'est vraiment une région qui est grandiose. Dans ces fjords, on se retrouve au centre de grandes montagnes entourées par des icebergs géants. Et c'est vraiment des moments pendant lesquels on se sent vraiment tout petit. On peut voir sur la photo qui est diffusée actuellement, on voit l'Ocean Nova, qui est l'un des bateaux qu'on utilise, qui est un bateau de 75 places. Alors, il est assez éloigné, c'est un effet d'optique aussi, le bateau n'est pas sous l'iceberg, mais malgré tout, même sur un bateau comme ça, quand on passe à côté de ces icebergs, on est vraiment subjugué par la taille de ces icebergs, qui sont souvent plus hauts que le bateau.
je vais juste vous mettre un dernier petit extrait d'une vidéo parce que c'est des vidéos, des images qui ont été tournées en 2018 et qui, je trouve, résument assez bien le type de paysage qu'on peut voir. C'est plutôt au nord-est du Groenland. C'est des images qui étaient tournées quand j'étais à bord de l'Océan Nova. Donc des images de banquise, parce que comme l'a dit Christian, on passe beaucoup par la banquise. Mais vraiment des paysages avec un mélange de grandes montagnes et d'icebergs géants. Et quand on va se balader en zodiac, on voit les petits zodiacs qui sont en bas à gauche de l'écran. Quand on va se balader en zodiac dans ces lieux, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant. Donc on va slalomer justement dans ces allées d'icebergs, dans ces cimetières d'icebergs, parce que le fond remonte un petit peu, donc ils viennent s'ancrer dedans. Et avec des couleurs aussi assez incroyables de coucher de soleil, parce que le soleil, on est un peu dessus dans le voilà, c'était juste pour vous montrer quelques petites images rapidement en plus sur cette région. Alors, les images parlent d'elles-mêmes et voilà, donc comme je vous l'ai dit, ces extraits ils ont été tournés en 2018, donc sur la côte est du Groenland. Comme l'a dit Christian, chaque région du Groenland propose des décors différents. Comme on l'a pu le montrer tout à l'heure un petit peu en photo, on va voir des toundras. Ça marche pas. Donc, on va voir des toundras un petit peu comme ça, avec des glaciers gigantesques. On va voir les roches peintes avec ces strates géologiques que nos guides auront le plaisir de vous raconter, de vous expliquer aussi. C'est des histoires qui sont passionnantes. Et c'est vrai que là, on est au Scoresbysen, c'est vraiment bonne avec ces roches peintes. On peut les marcher dessus, on peut vraiment les observer de près. Et c'est très intéressant de comprendre comment se sont formées ces formes-là. Les icebergs géants aussi au cœur des pics, avec les grands champs de glace et la calotte glaciaire. Donc, comme l'a dit Christian, voilà, au Groenland, on a la calotte glaciaire extrêmement présente et c'est toujours des paysages qui sont particulièrement impressionnants. Pour les voyages qui s'effectuent en mars et en septembre, il est aussi possible d'observer des aurores boréales, si les conditions le permettent. Si les conditions le permettent, c'est-à-dire si, bien sûr, les éruptions solaires sont suffisamment fortes et puis si le ciel est dégagé. Là encore, c'est des observations qui sont assez incroyables. Imaginez des paysages grandioses, comme on l'a vu tout à l'heure, les icebergs géants et les aurores boréales. Et tout ça dans un ciel qui est assez clair encore, notamment en septembre, parce que le soleil ne passe sous l'horizon que quelques heures. Donc, on a un ciel qui est assez clair et malgré tout, on arrive à voir les aurores boréales dans ces décors-là. C'est quelque chose qui est tout simplement inoubliable. Une grande différence aussi avec celles et ceux qui connaissent le Svalbard, c'est comme l'a dit Christian donc, tout à l'heure, on a des communautés locales qu'on va pouvoir rencontrer. Donc sur la côte est, on va pouvoir rencontrer par exemple la communauté de Dicotormit, je vais y arriver. Et aussi au nord et à l'ouest plutôt, les communautés de Ranak et à Ilulissat aussi. Donc, c'est quelque chose de très différent. C'est des rencontres humaines qu'on n'a pas l'habitude de faire au Svalbard, étant donné qu'au Svalbard, il n'y a pas de population autochtone. La faune aussi, bien sûr, est très présente. Alors, il y a les animaux mythiques, comme sans doute le plus mythique d'entre eux, qui est le narval, la licorne des mers avec sa dent torsadée. Alors, j'aimerais vous garantir qu'on pourra en voir. Malheureusement, il est quand même très rare à observer. Ça peut arriver au nord-ouest, notamment du Groenland, on peut en voir. Mais voilà, il faut quand même pas mal de chance et ça reste un animal qui est très farouche et qui se montre vraiment pas. Le beluga aussi qu'on pourrait observer. Et puis les baleines à bosse, les rorquals, éventuellement des baleines bleues. Et puis aussi, nous avons les pinnipèdes, comme le phoque annelé, le phoque barbu, le morse, bien entendu, et puis aussi le phoque à capuchon, qui est une espèce qu'on voit beaucoup plus pour le coup au Groenland qu'au Svalbard. C'est très rare au Svalbard, plutôt à l'ouest d'ailleurs, et qui a la particularité en fait d'avoir cette membrane nasale en fait qui est flexible, qu'on appelle le capuchon, et chez l'adulte mâle en fait ça lui permet de se montrer, d'être bien visible, notamment pendant la période dans la saison des amours. Donc c'est une espèce qu'on arrive à observer assez régulièrement là-bas, notamment sur la banquise. Parfois on arrive dans la banquise, on voit sur toutes les petites plaques de banquise, on voit des phoques et des phoques à capuchon. C'est des scènes aussi qui sont assez incroyables. À terre et sur la banquise, on en voit beaucoup, pas plus, mais on en voit assez régulièrement sur la banquise. On voit bien sûr l'ours polaire, le seigneur de l'Arctique,
Et bien sûr, on le voit dans toutes les régions arctiques. Au Groenland aussi, c'est le cas. Et comme je dis, donc, assez souvent sur des icebergs, c'est toujours aussi des moments assez incroyables quand on voit un ours polaire non loin d'un iceberg géant. Ça permet aussi de mettre les choses aussi un petit peu à l'échelle. Et l'une des espèces les plus spécifiques de la région pour être aussi observée, qui est le bœuf musqué. Donc Christian en parlait tout à l'heure, qui est juste ici. Voilà, les bœufs musqués. Et après, voilà, des animaux aussi qui sont présents à la fois au Svalbard ou enfin, dans les régions arctiques. Le renard polaire, bien sûr, sera possible de l'observer. Petite note, on a plus de chances d'observer des renards bleus. Donc ces renards qui ont cette fourrure marron, qui vont garder cette fourrure toute l'année, ils ont une proportion plus importante qu'au Svalbard, où ils ne représentent que 3% au Svalbard, alors qu'au Groenland, c'est dans une trentaine de pourcents, donc c'est un peu plus fréquent d'en voir. Et voilà, donc c'est toujours des belles observations aussi. On a aussi la possibilité d'observer les lapins arctiques et aussi des rennes. L'une des dernières grandes espèces arctiques terrestres, si on peut dire, que malheureusement on a très peu de chances d'observer, c'est quand même le loup arctique, qui a été popularisé notamment avec les photos de Vincent Munier. Voilà, il est là, il est au Groenland, plutôt à l'intérieur des terres d'ailleurs, mais il est très 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 rare à voir. Donc, pas du tout garanti non plus. Il faut beaucoup de chance. Mais voilà, c'est aussi le terrain du loup arctique. Ensuite, il y a aussi tous les oiseaux, bien sûr, les animaux, les espèces emblématiques de l'Arctique. Donc, bien sûr, la moite ivoire, qu'on cherche toujours, souvent proche des ours, parce qu'elles suivent les ours polaires pour manger les restes des carcasses, mais aussi les bruyants des neiges, les bernaches, les éders à duvet ou à tête grise, les macareux, les mergules. Tout un tas de vie, de toute façon, toujours à observer dans ces régions. Il y a aussi, bien sûr, toute l'histoire polaire. Donc, Christian a effleuré une partie de cette histoire, mais aussi l'histoire de tous les explorateurs, l'histoire des Inuits, bien sûr, et que vous pourrez découvrir et apprendre à découvrir, en tout cas à bord des bateaux, grâce à nos guides qui vont vous raconter tout ça. Et justement, c'est important aussi de comprendre un petit peu comment se déroule une croisière expédition. Pour celles et ceux qui étaient présents à la dernière conférence, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est important aussi de le répéter, parce que voilà, on est vraiment sur un voyage atypique. On n'est pas sur un voyage avec un programme très défini, même si vous recevez la brochure avec votre programme et les lieux qu'on va essayer d'observer. Mais on est dans des régions qui sont dans lesquelles on n'est pas maître. C'est avant tout la météo, la banquise et puis aussi les observations qui vont dicter les journées. Donc, en général, vous êtes réveillé par votre chef expédition et qui va vous annoncer les coordonnées, donc la position du bateau, qui va vous annoncer dans quel lieu on se trouve, et le programme de la journée. Ce programme a été défini en général la veille, en fonction du programme initial qui est prévu, mais comme j'ai dit aussi, en fonction des observations et en fonction des conditions météo et de la banquise particulièrement, surtout quand on est au nord-est du Groenland. Comme Christian, c'est très, très pris. Du coup, la plupart du temps, la première sortie de la journée s'effectue après le petit déjeuner. Il peut arriver qu'on en fasse avant le petit déjeuner. Par exemple, si un ours polaire est observé assez tôt le matin par nos guides qui sont à la passerelle aux jumelles, on va organiser une sortie rapidement le matin, avant le petit déjeuner, pour pouvoir les profiter de cette observation. Ça peut être pour une baleine aussi, ça peut être pour tout un tas de choses. On va partir pour une première expédition, par exemple, le matin, donc en croisière zodiaque, pour une première excursion de 2 heures, pour s'approcher d'un glacier, par exemple, ou pour aller naviguer dans la banquise. Et on est toujours en mode observation, c'est-à-dire que tous les guides vont toujours être aux jumelles pour essayer de trouver les choses à vous montrer. Et donc, par exemple, dans la banquise, on va être aux jumelles pour essayer de trouver un ours, par exemple, pour essayer de s'en approcher et faire une belle observation. Les zodiacs seront vraiment l'outil de prédilection, que ce soit pour des sorties comme ça sur 2 heures, ce qu'on appelle en croisière zodiaque, ou simplement pour aller débarquer à terre. Retour à bord, on part pour un bon déjeuner bien copieux, parce que la mer, ça creuse l'appétit. Et après le repas, soit le bateau se repositionne, soit on repart du même endroit, et puis on va partir, par exemple, en excursion à terre. Par exemple, si on est sur la côte est, on peut aller débarquer à Ittoqqortoormiit pour rencontrer justement cette communauté et la visiter, ou alors faire une randonnée dans la toundra pour aller justement prendre un peu de hauteur, observer les fjords, ou alors se rapprocher aussi un petit peu de la faune quand elle le permet.
La journée se termine, retour à bord, et en général, à ce moment-là, on se repose un petit peu, on se réchauffe un peu avec un café ou un thé, et on a ensuite ce qu'on appelle le récap, qui, pendant une petite heure, on va faire un récapitulatif, enfin les guides vont faire un récapitulatif de ce qu'on a pu observer pendant la journée. Donc, c'est-à-dire si on a observé un phoque, par exemple, un phoque annelé, on va expliquer ce qu'est le phoque annelé. Si on a visité un fjord particulier avec une histoire, on va raconter son histoire. Et le chef expédition, en général, ensuite intervient pour présenter la journée suivante, pour présenter comment se déroulera la journée suivante, avec une présentation suivant des cartes de glace et puis aussi la météo, pour expliquer pourquoi on va à tel ou tel endroit, toujours dans l'optique de proposer le meilleur voyage possible et les plus belles observations possibles. La soirée se poursuit avec le dîner, et puis ensuite on propose souvent soit un film documentaire, soit une conférence par un de nos guides conférenciers sur une thématique en relation avec la région que l'on visite. C'est comme ça que se termine la journée, avec tout le spectacle de la nature qui nous entoure. On est dans les ponts d'observation, on est souvent dans les salons panoramiques en fonction des bateaux, parce qu'on est entouré par la nature, et le spectacle de ces voyages reste le spectacle de la nature. Donc, et au Groenland, pour le coup, on n'en manque vraiment pas. On a le jour quasiment permanent, ou très peu de nuit en tout cas, et ce qui permet de... Voilà, quand le bateau navigue, on a les icebergs géants qui passent à côté, on a en même temps ces grands pics, en fonction des régions, bien sûr, dans lesquelles on navigue, qui vont défiler. On va le soir, à la tombée du soleil, on va essayer d'avoir des aurores boréales, donc on va passer pas mal de temps le nez vers le ciel, pointé vers le ciel pour essayer de voir les premières aurores boréales. Dans tous les cas, c'est des voyages qui sont vraiment inoubliables, parce que c'est une région vraiment impressionnante. Quand on connaît le Svalbard, c'est quelque chose qui est complètement différent. Parce que vraiment, comme l'a dit Christian, encore une fois, et je le répète, c'est vraiment la région des superlatifs, tellement tout est grand par rapport au Spitzberg. Maintenant, voilà, j'espère que vous avoir donné un petit peu envie. Aurélie, maintenant, je vais laisser la parole à Aurélie qui va intervenir pour vous présenter nos voyages au Groenland. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là ce soir pour vous parler de nos voyages au Groenland. Je vais vous demander juste 2 petites secondes, le temps pour moi de mettre mon petit PowerPoint, ça sera plus parlant. Est-ce qu'on est bon, Mathieu? Alors, pas encore, là. Non. Je vois toujours pas mon écran? Non. Non. Alors, on va essayer. On va essayer autre chose. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que ça va être bon cette fois-ci. C'est bon, parfait. Alors... Hop, désolée pour ce petit moment d'attente. Donc, je vais vous présenter ce soir les différents voyages que nous proposons au Groenland. Et avant toute chose, je voulais vous parler de nos bateaux, des bateaux qu'on utilisera pour aller au Groenland. Ce sont des bateaux à taille humaine qui vont de 12 passagers à 75 passagers avec l'Ocean Nova, jusqu'à exceptionnellement 160 passagers avec le Johnsonus. Je vous expliquerai pourquoi on a choisi ce bateau pour ces expéditions au Groenland. Donc, je vais commencer par vous présenter, vous dire quelques mots sur nos différents bateaux. Donc, tout d'abord, le Johnsonus, qui est un bateau issu d'une construction nouvelle, puisqu'il sortira des chantiers en début 2022. Il est de classe 1A, avec 107 mètres de long, 17,6 mètres de largeur. C'est un bateau qui aura une vitesse de croisière d'environ 15 nœuds. Il dispose de 80 cabines, toutes neuves, toutes décorées avec goût. C'est un bateau qui est confortable et qui dispose également de deux stabilisateurs latéraux, ce qui peut être important lors de traversées ou pour les grandes distances. Et au niveau du pont 5, on a également un espace dédié aux activités intérieures avec un large salon d'observation, une très belle salle de conférence. Donc vraiment, c'est un bateau qui est taillé pour les expéditions les plus extrêmes au Groenland. Et quand je vous détaillerai un petit peu nos itinéraires, je vous en dirai un petit peu plus. Ensuite, nous avons l'Ocean Nova. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bateau de 75 passagers qui a été construit en 92. Et figurez-vous que c'est un ancien express côtier du Groenland. Il est plus petit que le Johnsonus, puisque c'est 73 mètres de largeur, 73 mètres de longueur et 11 mètres de largeur, avec une classe glace B1.
Donc, c'est un bateau qui peut très bien progresser dans les icebergs. Pardon, pas dans les icebergs, on évitera. On est dans la banquise. Il a été également réaménagé en 2020. C'est un bateau robuste pour ce type d'expédition et qui est vraiment d'un très beau confort. Il a également de très beaux espaces communs qui permettent une observation plutôt facile de l'extérieur, puisqu'il y a des fenêtres, que ce soit au restaurant, que ce soit… Merci. Pardon, excusez-moi. Que ce soit au restaurant, à la bibliothèque ou au salon d'observation, il y a vraiment des grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du jour et qui nous permettent à tout moment de pouvoir avoir un œil sur l'extérieur et surtout sur les potentielles observations qu'on pourrait faire. L'avantage de ce bateau-là aussi, c'est qu'il possède un ponton qui permet d'accéder facilement au Zodiac lors des débarquements, donc il n'y a vraiment aucun souci, ce n'est pas du tout une échelle de coupée, c'est un ponton et vous montez directement au Zodiac. Et juste pour ce bateau et pour cet équipage, on travaille depuis maintenant quelques années avec l'Ocean Nova, mais vraiment une mention spéciale pour l'équipage de ce bateau, qui est vraiment formidable et qui se plie toujours en 4 pour vraiment être aux petits soins pour vous. Donc c'est vraiment un très bon bateau, avec un petit clin d'œil déjà pour le Groenland, et qui parcourra les itinéraires dont je vous parlerai tout à l'heure. Ensuite, on aura l'Explorer, tout nouveau aussi. Ils sortent de rénovation là en 2021. Il a été construit en 94 pour un travail océanographique au Groenland, encore une fois. Vous voyez, on a des bateaux qui disposent d'une histoire et en plus rattachés au Groenland. Donc, quand on dit qu'on met le bon bateau au bon endroit, ce n'est pas juste pour le dire, mais c'est vraiment parce que c'est nécessaire et que c'est vraiment notre objectif. Donc, c'est un bateau 12 passagers, mais pour autant, il est d'une longueur de 46,5 mètres, avec une largeur de 10,5 mètres. Il a vraiment une classe, la meilleure, 1A, une vitesse de croisière de 12 nœuds. C'est vraiment… Alors, ce bateau-là, j'insiste vraiment, il a été complètement refait en 2021 pour que ce soit une vraie perle. C'est vraiment un trésor, ce bateau, dans le monde des petits bateaux en Arctique. Il est vraiment d'un confort inégalé et associe l'efficacité, comme je vous l'ai dit, 12 nœuds, classe 1A, avec raffinement. Je n'ai jamais vu de tel bateau en Arctique de 12 passagers. On a un large salon bibliothèque qui fait également salle de conférence et restaurant, le tout dans un espace exceptionnel baigné de lumière parce qu'on a aussi des grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière et c'est un espace qui fait 70 mètres carrés. Allez trouver sur un bateau de 12 passagers un espace commun de 70 mètres carrés. Et le petit plus pour ce bateau aussi, c'est sauna et jacuzzi pour vous relaxer parmi les plus beaux paysages de l'Arctique. Et enfin, le petit dernier. Le dernier, au nom évocateur, Nanook, puisque ça signifie ours blanc en inuktitut, c'est le deuxième bateau polaire de grands espaces, toujours 12 passagers, qui a été aussi réaménagé en 2021 et qui a été initialement construit au Danemark en 1968 de mémoire pour affronter les mers les plus rudes. Donc voilà, c'est vraiment les bons bateaux au bon endroit. Là, on est sur 53 mètres de longueur environ, 10 mètres de largeur. Et c'est un bateau qui est, comme je vous l'ai dit, taillé pour les grandes expéditions et notamment celle au Groenland. Sur la vitesse de croisière, on est sur 11 à 12 nœuds et la classe toujours 1A pour progresser aisément dans ces régions qui sont souvent prises par la banquise. Ensuite, je vais vous remontrer un petit peu cette carte que vous avez pu voir précédemment lors des interventions de Christian. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a plusieurs croisières sur plusieurs régions du Groenland. Donc, on en a sur la côte nord-est, pour notamment découvrir le parc national du Groenland. Comme on vous l'a dit, et on le répétera jamais assez, c'est la terre des superlatifs, avec le plus grand parc national du monde, ses animaux, ours blancs, baleines, bœufs musqués, peut-être loups polaires, on ne sait jamais si on a de la chance. Et c'est vraiment ces paysages extraordinaires d'icebergs tabulaires, de fjords englacés. Ça, mes collègues vous l'ont dit. Et on a effectivement 3 croisières qui empruntent la côte nord-est du Groenland, que je vais vous décrire un petit peu plus tard. Ensuite, on a des croisières qui empruntent aussi cette côte sud et la terre du roi Christian, qui est cette région encore la plus secrète du Groenland et qui est largement inexplorée. Ensuite, on a des croisières, je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi des croisières qui remontent, qui passent par la pointe sud et qui remontent la côte soit jusqu'à Ilulissat, même jusqu'à encore plus loin.
Et là, on sera sur des paysages et des rencontres avec les Inuits, hein, puisque sur cette côte-là, les villages sont beaucoup plus présents, hein, comme ça se voit aisément, hein, quand on voit les petits points rouges. Il y a beaucoup plus de population sur cette côte ouest du Groenland. Et c'est aussi une côte mythique, hein. Non seulement Ilulissat est classé parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est aussi le point de départ des expéditions polaires de Paul-Émile Victor. Donc, c'est vraiment des lieux mythiques dont chacun a entendu parler. Et on essaiera, on tentera, on ira le plus au nord possible, au-delà de Tulé sur certains itinéraires. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de nos croisières. Donc, je vais commencer par la grande croisière polaire, donc, qui aura lieu du 6 au 20 septembre. C'est une croisière de 15 jours, 14 nuits, qui sera à bord de l'Ocean Nova. C'est vraiment un voyage d'exception parce qu'on va partir du Spitzberg, donc on vous propose une découverte du Spitzberg, du sud du Spitzberg, avant de nous rendre vers la côte nord-est du Groenland, et donc en passant par la banquise, avant de finir en Islande. C'est un des itinéraires qu'on propose le plus au nord de cette côte est du Groenland. C'est vraiment proposé à la meilleure période de l'année, hein, je l'ai vu dans les questions. Quelle est la meilleure période pour aller vers le nord au Groenland? Et vraiment, typiquement pour cet itinéraire, c'est vraiment le mois de septembre. Et l'objectif majeur, ce sera bien sûr de découvrir cette impressionnante calotte glaciaire du Groenland, dans cette région qui, bien sûr, est peuplée d'ours, de morses, de baleines, de bœufs musqués. On partira à la découverte de ces paysages époustouflants, hein, d'icebergs tabulaires. Mes collègues vous l'ont dit, mais c'est vraiment impressionnant, des icebergs tabulaires de plus d'1 kilomètre de long. Parfois, on se demande si c'est un iceberg ou tout simplement la côte qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment à s'y méprendre. On pourra aussi observer des paysages de toundra, hein, bien sûr, et des parois de roches peintes. C'est assez impressionnant de voir toutes ces couleurs sur ces roches. Donc, c'est vraiment un itinéraire à ne pas manquer. On ira visiter aussi un des rares villages qu'on pourra trouver sur cette côte est du Groenland, Ittoqqortoormiit. Et qui sait, sur cet itinéraire, et vu les dates, vous aurez peut-être la chance de profiter du spectacle saisissant des aurores boréales, hein, qui se mettent parfois à danser dans le ciel, surtout sur cette période de fin septembre. J'ai eu la chance de le faire, cet itinéraire, et vraiment, je ne peux que le conseiller. Et on avait même eu la chance d'avoir des aurores boréales. Et on avait pu également, puisqu'on le propose, hein, toujours, pu dérouler nos activités hélicoptères. C'est aussi quelque chose qu'on propose. C'est des survols de la calotte glaciaire en hélicoptère. C'est juste un souvenir incroyable. Donc, je ne peux que le conseiller. Ensuite, je vais passer à la croisière Parc national du Nord-Est Groenland, qui aura lieu à bord de l'Explorer. Donc ici, on a plusieurs dates, du 20 au 31 août, du 31 août au 11 septembre ou du 11 au 22 septembre. C'est une croisière de 12 jours et 11 nuits. Et là, on vous propose aussi, hein, toujours de partir à la découverte du Nord-Est Groenland, avec l'avantage d'un bateau d'une petite capacité, hein, puisqu'on propose, comme je vous l'ai dit, cette croisière à bord de l'Explorer qui ne fait que 12 passagers. L'itinéraire est quasi similaire au précédent, à la différence que la croisière est un peu plus courte et se concentrera principalement sur le nord de cette côte est du Groenland, avec une navigation prévue jusqu'au fjord de l'empereur François-Joseph. On n'ira pas jusqu'au Scoresbysund. Et vraiment, l'objectif, c'est vous faire découvrir les beautés de ce parc national du Nord-Est Groenland, au travers des paysages tout aussi impressionnants, hein, d'icebergs tabulaires, de fleuves glaciaires, de cathédrales de glace géantes, de parois rocheuses, sans oublier, comme je vous l'ai dit précédemment, la recherche d'ours, de bœufs musqués et de baleines, hein, parce que c'est aussi une période idéale. Et ici, on reviendra à Longyearbyen pour cette croisière. Pour la croisière suivante, Pic et Glacier, qui est à bord du Johnsonus, hein, on vous propose cette expédition en terre groenlandaise à bord de ce bateau de 80 cabines. Hein. On a vraiment choisi exceptionnellement ce bateau d'une capacité qui est plus importante que ce qu'on propose habituellement, hein, puisqu'on se limite généralement à l'Ocean Nova de 75 passagers. Mais on a vraiment sélectionné ce bateau parce qu'il a spécialement été conçu pour des expéditions polaires dans les régions les plus reculées. Et en plus, il dispose d'un confort plutôt agréable pour ces navigations, ces croisières qu'on vous propose. Hein. Là, par exemple, c'est 15 jours, 14 nuits. Donc, un peu de confort, parfois, ça ne fait pas de mal. Et pourquoi ce bateau? Je voulais vraiment revenir dessus. Il dispose vraiment de 3 avantages majeurs.
Tout d'abord, sa vitesse. On est, comme je vous l'ai dit, entre 13 16 nœuds, ce qui permet d'avoir des trajets océaniques plus réduits et ce qui nous permettra d'avoir plus d'opportunités d'observation avec des temps d'excursion et d'escale plus longs. Donc, c'est là que c'est vraiment un avantage aussi. Bon, je le redis, mais sa capacité glace est la plus élevée. C'est ce qui offre les navigations les plus sûres dans la banquise. Et enfin, parce que c'est quand même une formidable opportunité d'avoir un grand nombre de guides à bord, entre 12 et 15 guides à bord. Et je ne crois pas me tromper en me disant que Christian, sauf problème de dernière minute, sera à bord du Johnsonius cet été. Donc, ce qui rajoute encore un point fort à cette croisière. Donc, pour cette croisière, on partira toujours du Spitzberg pour parcourir encore la côte nord-est du Groenland, mais pas que cette fois-ci, puisqu'on va aller un petit peu plus loin, vers la pointe sud du Groenland, en passant par la côte de Blåsville, où vraiment on pourra observer un défilé d'icebergs et de glaciers qui se jettent en mer. Et de Blåsville, ça vous évoque peut-être quelque chose, puisque c'était un navigateur français qui, malheureusement, a disparu avec son bateau d'expédition en 1933. Je vous rassure, ce n'est pas l'objectif de notre croisière. Nous, on a pris le meilleur bateau. Donc, c'est quelque chose qui ne nous arrivera pas. Donc, pendant cette croisière, on découvrira aussi la commune de Tasiilaq, qui est vraiment un trésor en termes d'histoire de civilisation inuite. Mais aussi, on passera par la baie de Koj, où se jette le second glacier le plus puissant du Groenland. On passera également par le Bernstofsfjord et ses 4 glaciers les plus actifs. Puis, on poursuivra notre route vers le détroit du Prince Charles, Qaqortoq, qui est la 4e ville du pays, avec ses 3200 habitants, pour finir par Nuuk, capitale du Groenland, et enfin Kangerlussuaq. L'un des gros avantages de ce voyage, c'est qu'on propose des vols privatisés depuis Paris pour aller à Longyearbyen et au retour Kangerlussuaq vers Paris. Donc ça, c'est vraiment agréable d'avoir un vol direct vers sa destination. Et également, pour cette croisière, on proposera des survols avec possibilité de dépose, des survols en hélicoptère. Donc vraiment encore une expérience que je vous le dis encore une fois, c'est assez extraordinaire et je ne peux que vous encourager à ne pas manquer cette opportunité. Alors, piquet glacier, on y est. Voilà. Ensuite, tour du Groenland du 11 au 29 juillet 2022. Là, ce sera à bord du Nanook. On partira de Longyearbyen et c'est vraiment une croisière extraordinaire parce qu'on va vraiment pouvoir découvrir le Groenland dans toute sa diversité, de la capitale Nuuk aux communautés les plus reculées avec vraiment ces villages colorés à découvrir. Donc ensuite, contrairement à la croisière précédente, hop, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est vraiment un combiné parfait pour découvrir à la fois cette côte ouest et à la fois cette côte est du Groenland. Donc si vous hésitez entre côte ouest et côte est du Groenland, je ne peux que vous encourager à sélectionner ce voyage qui a en plus pour avantage d'être à bord du Nanook, qui fait 12 passagers, je le rappelle. Donc, c'est vraiment une croisière plus que complète. Ensuite, je vais vous parler de notre croisière, toujours à bord du Nanook, du 29 juillet au 14 août 2022. Alors, sur cette croisière, je n'ai pas l'impression que ce soit le... Non, c'est la bonne. Alors, oui, non, c'est pas la bonne. Je crois que je n'avais pas mis le bon plan. Enfin, bref. Ouais, c'est pas le bon plan. Enfin, c'est pas le bon itinéraire, je crois. Ensuite, donc, je vais quand même vous en parler. Cette croisière du 29 juillet au 14 août. Donc, c'est une croisière qui partira à 18 sat à bord du Nanook et qui a pour objectif d'aller vraiment jusqu'au nord de Thulé. Thulé, le dernier monde, comme on vous l'a dit, le monde des derniers esquimaux polaires et les communautés inuites de l'ouest du Groenland. On va découvrir au fil de cette croisière, notamment Uummannaq, situé au pied d'un piton rocheux sous lequel on va pouvoir voir défiler les icebergs.
Upernavik aussi, la ville de départ des tentatives de passage du Nord-Ouest, entre le Groenland et l'Alaska notamment. La réserve naturelle de Melville, dont on vous a parlé aussi, sa civique et sa population de chasseurs de phoques, d'ours et de narvals. On passera également par le cap d'York entre les icebergs géants pour atteindre Dundas, le village originel de Thulé. Et enfin, nous découvrirons les restes du village inuit. Enfin, selon les conditions de glace, on essaiera vraiment d'aller vers le nord, vers Thulé. Et au-delà de cet univers si peu exploré de côtes sauvages, de ces paysages gigantesques où ours, narvals, bœufs musqués sont présents. Ensuite, je vais vous parler de cette croisière qui est à bord du Johnsonus, qui fera 20 jours, 19 nuits. Donc, c'est une croisière qui est assez longue et qui promet de nombreuses découvertes. Donc, du 15 août au 3 septembre, on partira depuis Kangerlussuaq, où vous parcourrez toujours cette côte ouest du Groenland, toujours dans ces paysages de glace à la rencontre des Inuits, puisque comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment la côte pour aller à la rencontre des populations locales, sur les pas des grands explorateurs, pour atteindre Thulé, encore une fois, cette mythique Thulé. C'est vraiment de la croisière expédition à l'état pur, puisqu'on tentera de se rendre, encore une fois, au-delà de Thulé. On va partir vraiment vers le nord, vers la banquise disloquée, à plus de 80 degrés, 81 degrés de latitude nord, là où on ne trouvera plus aucun autre bateau, où on ne voit aucune autre croisière réalisée sur cette région-là. On restera à l'affût pendant ces quelques jours au-delà de Thulé, où on essaiera toujours de maximiser les observations d'ours polaires, narvals, morses, phoques et baleines, et peut-être, qui sait, loups polaires si nous avons de la chance, ou bien chouettes des neiges. C'est vraiment une expédition au cœur des paysages de glace. C'est vraiment un tout autre monde. C'est une croisière qui est extraordinaire, avec des excursions en zodiac et des débarquements à terre dans l'une des régions les plus reculées du monde. Donc, c'est une croisière inédite et un vrai privilège de pouvoir découvrir, en plus de ça, en la présence de Christian Kempf, cette région qui est plus que reculée. Et enfin, du 14 au 26 août, alors toujours inédit, mais cette fois-ci, c'est une croisière inédite et confidentielle, puisqu'on sera avec uniquement 12 passagers à bord du Nanook, une croisière de 13 jours et 12 nuits. On partira de Qaanaaq, ou Rannar, pour nous rendre le plus au nord possible de cette côte ouest du Groenland, au-delà de Thulé toujours. Donc, on va vraiment se concentrer sur cette région. C'est encore une fois une croisière unique, peu accessible aux autres, une région peu accessible aux autres bateaux. Et la flexibilité, forcément, sera de mise pour cette croisière extraordinaire, où on essaiera d'observer et de profiter un maximum de cette région si particulière. Et enfin, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais je vous conseille vivement de ne pas manquer l'opportunité de ces survols en hélicoptère que l'on propose sur la grande majorité de nos voyages, que ce soit pour aller à la découverte de la calotte glaciaire du Groenland, quand on emprunte des itinéraires sur la côte nord-est du Groenland, ou alors on a aussi des excursions en hélicoptère qui seront proposées depuis Uiset ou Qaanaaq. Donc vraiment un panel de choix d'excursions en hélicoptère à ne pas manquer. Et enfin, pour finir, pourquoi voyager avec grands espaces ? Tout simplement parce qu'on mettra pour certaines de nos dates des départs privatisés depuis Charles de Gaulle sur quelques-unes de nos dates, notamment les dates à bord de l'Ocean Nova et du Johnsonus. On a toujours une super équipe de guides naturalistes qui sont experts de ces destinations et qui sont francophones. Nos croisières sont 100% francophones. C'est des bateaux à taille humaine, des bateaux sélectionnés pour se rendre dans ces régions, qui nous permettent vraiment d'aller au plus loin. Vous l'avez vu pour Thulé, on utilise vraiment des bateaux qui sont capables d'aller le plus au nord possible pour maximiser l'expérience que l'on vous propose. Et voilà, c'est des bateaux confortables et notre objectif, ce sera toujours de vous faire découvrir les beautés de ces régions polaires extraordinaires. C'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur et on fera tout notre possible pour que vous reveniez dans vos maisons avec des souvenirs inoubliables.
Donc maintenant, si vous avez quelques questions, je pense qu'on va pouvoir y répondre. Alors, merci beaucoup Aurélie. Tu peux laisser le petit visuel, c'est bien de garder les points forts de grands espaces comme ça. Oui, je laisse alors. Mais je ne vois plus les questions par contre. Non, je vais en faire remonter quelques-unes. Il y avait une petite question, juste ton micro est désactivé, parce que du coup, je vais t'inviter à répondre à une ou deux questions. Il y avait une petite question tout à l'heure sur l'utilisation des drones. L'utilisation des drones, elle est plutôt interdite en général pour des raisons. Alors, ça dépend. Il y a des utilisations qui sont possibles à avoir, mais c'est vrai que sur les bateaux, c'est compliqué d'avoir des drones personnels. Ouais. Bon, alors, contrairement au Spitzwerk, ce n'est pas formellement interdit. Le Spitzwerk, c'est permis uniquement pour des raisons commerciales. Mais au Groenland, non. En revanche, c'est très complexe. Le commandant d'un bateau peut interdire. Et ça, malheureusement, même si nous avons le bateau pour nous, nous ne pourrons pas aller contre le commandant. Et ça, nous ne le savons pas à ce jour. La deuxième chose, c'est que des communautés peuvent interdire. Et la troisième chose, c'est que nous sommes membres de l'AECO et que de manière, et de ce fait-là, nous souscrivons de facto, même si je veux dire à titre personnel, je ne suis pas favorable, mais je dois dire, même si ce n'est pas mon opinion, que l'AECO n'est pas favorable au survol de drones dans les régions polaires. Bon, moi je ne vois pas ce que ça fait comme catastrophe écologique, mais c'est comme ça. Donc si vous voulez, demandez-nous voyage par voyage et on vous donnera, je ne peux pas vous donner une réponse générale, vous voyez, ça dépend du commandant du bateau, des endroits où on va, mais l'ambiance générale est de dire c'est pas sympa, ça fait du bruit, etc. Donc, voilà, pour les drones. Ok, merci Christian. Il y avait une autre question aussi à laquelle on a répondu. Attention Aurélie. Il y avait une autre question aussi qui a été posée à laquelle tu as répondu, Christian, tout à l'heure. C'était quelle était la meilleure période pour aller au Groenland? Oui. Alors en fait, j'ai répondu mal, j'ai dit que c'est variable. En fait, si vous voulez, bon, Groenland de l'Ouest, on peut y aller n'importe quand. C'est pour ça qu'on fait des voyages dès le mois de mars-avril. On fait même des voyages plongés. Pas de problème. En revanche, quand on va au nord, il faut vraiment cibler le mois d'août. Au nord de Thiele, le mois d'août et jusqu'au 15 septembre, 20 septembre est excellent. Quand on va au nord-est, tout le bassin polaire se vidange par le nord et le nord-est. Ça veut dire qu'il faut y aller au moment où la banquise est la moins puissante, la moins étendue. Ça veut dire autour du 15 septembre. On ne peut pas aller sur le nord-est du Groenland. J'ai vu qu'une compagnie concurrente prévoit d'y aller au mois de mai. Je leur souhaite bonne chance, parce que je ne sais pas comment ils vont faire. On ne peut pas y aller avant mi-août. Je veux dire, vraiment pour aller vers le nord du Groenland, j'entends. Hein, pour aller toucher un morceau de rocher quelque part au Groenland, c'est toujours possible sur l'Est. Mais si vous voulez, pour faire un voyage qui se tienne vraiment que le mois de septembre. Ensuite, le sud-est, il y a de la banquise. Même en été, il reste un peu de banquise, mais on pourrait y aller dès le mois de juin. Et puis, pour voir des aurores boréales, il faut qu'il fasse sombre, donc globalement à partir du mois de septembre. Donc, contrairement aux autres régions polaires, on a souvent entendu ça dire au Spitzberg, venez au printemps, et sincèrement, c'est vrai. Le printemps, le mois de mai, juin sont formidables, juillet aussi. Mais le Groenland, c'est plutôt août-septembre. Et je voudrais vous faire un petit clin d'œil, moi qui suis sensible aux moustiques, c'est le moment aussi où il y a le moins de moustiques. Il n'y en a quasiment pas en septembre. Hein. Alors que si vous allez au mois de juin, navré pour les gens qui font le voyage au mois de juin, mais il faudra mettre de la crème anti-moustique. Sur les bateaux, il n'y en a pas. Les bateaux sont larges, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand on se promène dans la toundra, il faut mettre de la crème anti-moustique. Ok, du coup, tu as un petit peu répondu aussi en même temps à la seconde question. Quelle région visiter en premier? Si on veut aller visiter le Groenland, découvrir le Groenland. Je vote en touche. Mais je suis prêt à répondre à cette question, que la personne se signale par mail et je prendrai le temps de répondre par mail. Ouais, parce que si je réponds comme ça, je réponds mal. Je réponds ce que j'aime, le nord-est du Groenland. C'est pas vrai. Ça dépend surtout de ce qu'on recherche, en fait. Voilà, ça dépend de ce qu'on recherche et je m'engage vraiment à répondre. Il n'y a aucun problème. Mais ça dépend de ce qu'on recherche. Une autre petite question à laquelle on a un petit peu répondu aussi dans le chat, mais je pense que ça va intéresser d'autres personnes, surtout qu'Aurélie, tu as évoqué la question. Quel est le coût des excursions en hélicoptère?
Oui, alors, et moi j'ai répondu déjà variable, parce que si vous voulez, il y a soit des excursions petits avions, des départs de l'Ilissat ou de Nuuk, où il y a des petits avions type Cessna, des petits avions avec des ailes hautes. Là, il faut compter pour un survol d'une heure environ 500 € par personne. Quand on parle d'hélicoptères, c'est plus. Alors, ce sont des hélicoptères qui sont sur place pour le tourisme. C'est le cas de Ilulissat. Et là aussi, c'est un ordre d'idée, 500-700 €. Mais nous allons organiser, nous aussi, des excursions pour être déposés sur la calotte, la photo que vous voyez en ce moment, et pour faire avec des guides de haute montagne de Saint-Gervais-Mont-Blanc, je ne veux pas dire une excursion sur la calotte, mais quelques pas sur la calotte, hein, une promenade. Et là, à ce moment-là, il faut compter plus cher. Hein. Sur le, c'est l'équivalent de survol vers le Mont Blanc, c'est-à-dire c'est 1 000 € par personne. Ce sont des ordres d'idées. Mais on va faire un catalogue, une brochure, une petite brochure de 16 pages, et elle va être disponible évidemment sur notre site sur l'ensemble de ces excursions. Ce n'est qu'il y a 8 jours que nos amis groenlandais nous ont transmis leur plan avec les nouveaux hélicoptères, car ils ont maintenant des hélicoptères Dauphin C-155 et C-135 qui sont très économes en termes de fuel, etc., de kérosène plus exactement. Et donc, ils ont replacé, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout de suite donner toutes les informations sur les vols. On les a, 8 jours, je suis en train d'y travailler on va dire au 15 décembre, au 20 décembre au plus tard, on aura tout le détail. Il suffira de cliquer sur notre site pour avoir ça. Ok, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe, que ce soit par téléphone ou par email. On répondra de la meilleure des façons possibles à vos questions. Du coup, on va pouvoir terminer avec ce webinaire sur le Groenland. On tenait tout d'abord déjà à vous remercier vraiment de votre présence ce soir. On était nombreux encore une fois. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'on n'a pas pu reprendre des activités tout à fait normales avec cette satanée crise qui ne veut pas nous laisser tranquilles. On est assez confiant pour l'année prochaine. On ne peut rien dire, mais on est assez confiant. Et nous, l'objectif, c'est de partir. Et on espère pouvoir vous retrouver au Groenland, dans ce pays qui est vraiment merveilleux, qui est vraiment quelque chose dont on revient toujours changer de toute façon des régions arctiques. C'est toujours des voyages assez exceptionnels. Mais c'est vrai que le Groenland, avec son côté grandiose, est quelque chose de très, très particulier aussi, qui reste vraiment ancré fortement dans les mémoires. Donc maintenant, voilà, on espère vous voir l'été prochain, en tout cas sur les voyages, que ce soit au Groenland, en Arctique ou Svalbard, ou peu importe, mais très vite, tous ensemble, pour découvrir des nouvelles choses, pour explorer ces terres du bout du monde. Merci vraiment à toutes et à tous de votre présence ce soir. En 2 jours, jeudi, on a un autre webinaire, cette fois sur le Grand Nord russe et canadien, sur nos voyages en Arctique russe et en Arctique canadien. On vous retrouvera peut-être à ce moment-là. Merci à toutes et tous. Vous retrouverez le replay, juste un petit mot, parce qu'on a souvent la question après. Vous aurez le replay par email, en fait, de ce webinaire automatiquement après, quand on terminera l'événement. Vous recevrez un email pour pouvoir accéder au replay. Et sinon, on le mettra aussi sur notre chaîne YouTube, que vous pourrez retrouver d'ici demain ou après-demain sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Question horrible. Bonsoir. Bonne soirée.